bonjour et bienvenue à Pacte Poète. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et si vous ne connaissez pas, en fait on est des ex-joueurs et surtout là dans cet épisode c'est plutôt des premières lignes. Parfois on a pas mal de deuxième ligne mais surtout beaucoup d'avant. Et une chose qu'on aime faire c'est parler de rugby et là dans cet épisode on va beaucoup parler de rugby féminin. Je suis très contente d'être là avec Amélie Maillet. Salut, comment tu vas mon cher Amélie? Écoute, ça va, on peut que aller quand on a fait un week-end avec 8 matchs de rugby féminin international. Ça y est, la dernière journée de poule de la Coupe du Monde a eu lieu ce week-end et j'ai hâte de débriefer tout ça avec toi. Écoute, on va parler de tous ces matchs et bien sûr, on va mettre un petit mot pour le top 14 et le Pro D2 à la fin, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'on est un des seuls podcasts de rugby français, ça c'est certain, qu'ils ont fait au minimum 3 épisodes sur cette phénomène qui est le Coupe du Monde féminine. Ouais, on connaît notre passion, hein. Ça je pense que tous nos éditeurs pourront pas du tout nous le reprocher, notre passion pour le rugby et cet engouement pour cette Coupe du monde de rugby féminin qui a lieu en ce moment en Angleterre. Donc ouais, ça nous tenait à cœur de débriefer sur ces matchs de poule, sur tous les matchs aussi, donner un petit mot et qu'on puisse justement parler de toutes les équipes, quels que soient leurs résultats ou l'impact et l'importance du rugby dans leur propre pays. Donc ouais, je suis contente qu'on fasse ça et tant mieux si on arrive à ouvrir un peu les esprits sur le sport féminin. Écoute, ça va faire, je pense, 400 000 billets vendus ou quelque chose comme ça pour le rugby féminin, donc c'est superbe. Et n'hésitez pas à faire en sorte que nous aussi, on a un record pour les écoutes. Donc partagez cet épisode autour de vous, allez sur Insta et Facebook et pour partager avec tes copains sur les WhatsApp, etc. Donc ça nous fait toujours service, un grand plaisir. Et merci bien sûr à Rebecca et à Sylvain et tout le monde pour les petits mots sur les différents réseaux sociaux. Aussi, ça nous fait plaisir et ça continue la conversation. Allez, on y va tout de suite dans ce match. On va parler rapidement de Canada-Écosse. C'est un score serré pour le premier mi-temps. Le fameux McKinley Hunt va mettre le premier essai. C'est que 19-5 pour Canada pour le premier mi-temps. Tout ça grâce à un carton jaune aussi écossais qui a donné 2 essais canadiens directement après. L'Écosse va marquer un essai au début de deuxième mi-temps pour revenir. C'est Evie Gallagher. Pas mal. C'est aussi la meilleure plaqueuse pour l'instant de ce tournoi. Elle a failli perdre ses pantalons, ses shorts pendant l'essai par contre. Voilà, 19-12 pour ce match. Donc l'Écosse vraiment dans le match. Et même si le fameux Francesca, la ballerina qui a marqué pas mal d'essais, on a marqué 6 essais en 3 matchs pour ce Coupe du Monde, même si elle a marqué un essai, c'est Canada qui va gagner avec un score qui est 40-19, un peu plus serré. Je pense que les Canadiennes auront pensé. La joueuse de match, c'est la talonneur Emily tout aussi, elle avait quand même marqué 2 essais dans ce match. Ouais, c'est un score qui est quand même un score avec un gros écart, mais finalement, sans surprise, hein, c'est l'équipe qui aura donné le plus de fil à retordre aux Canadiennes malgré cette large victoire. C'est des deux équipes qui ont peu l'occasion de se rencontrer en temps normal, donc c'était un peu la découverte. Il y avait quand même un bel enjeu hein, sur cette prestation. Les filles étaient qualifiées depuis déjà le week-end dernier pour les quarts de finale. C'était un match de la première place et qui dit gagner la première place dit éviter un gros en quart de finale. Donc on parlera des oppositions des quarts de finale plus tard, mais en tout cas voilà, les Canadiennes font un sans fonte, 3 matchs, 3 victoires et elles dominent cette poule sans aucun scrupule. Avec des grandes marqueuses aussi, hein, entre Duguid qui fait des coups de pied et McKinley Hunt et là aussi le marqueur Schnell qui a marqué 6 essais au le premier match. Ils ont quand même un sacré équipe. Oui, oui, ça va être une équipe hein, qui devrait sortir des quarts de finale et voilà, les oppositions suivantes vont devenir très très intéressantes. Mais c'est une équipe qui peut surprendre, tout comme elle a surpris l'année dernière aux Jeux Olympiques. Donc grosse méfiance vis-à-vis des Canadiennes. Ouais. Bon, les Écossaises ils vont passer, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est pour eux, c'est contre les grands favoris, les Red Roses de l'Angleterre.
prochain match, on avait dit que quand même Fidji, Pays de Galles dans les Coupes du Monde, ça fait toujours grand plaisir chez les hommes. On se posait la question, est-ce que ça va être le même pour les femmes? Fidji va très vite prendre la main dans ce match avec 4 essais dans la première mi-temps et 28 points transformés aussi, ce qui est important à dire parce que c'est pas toujours évident. Dans la première mi-temps, et voilà, 3 essais non transformés par les Pays de Galles. C'était 28-15 pour le mi-temps. Le match finit 25-28, un peu dommage quand même pour cette équipe de Pays de Galles et aussi dommage pour Fidji qui passera pas. C'est un match une deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus serré que la première. Alors clairement, les Galloises vont s'en mordre les doigts d'avoir raté quelques points laissés au pied. Il y a eu des essais de refusés de chaque côté jusqu'au bout. Hein, ça a été très intense. On a même eu une fin de match assez dantesque où les Fidji récupèrent un ballon alors que les Galloises sont vraiment très proches de leur ligne. Et au moment où elles veulent dégager, en fait, la Fidjienne tape contre sa joueuse et en fait, elles sortent le ballon. Tout le monde a cru qu'on allait repartir potentiellement sur une mêlée. Finalement, l'arbitre a tranché, fin du match. Victoire des Fidjiennes qui étaient évidemment très contentes sur la pelouse. Donc c'est dur pour les Galloises qui font quand même partie du Six Nations et qui repartent de cette Coupe du Monde avec 3 défaites. On passe à USA contre Samoa. Alors, il faut bien battre le score des Australiens qui ont mis 73 points sur Samoa. Et donc, comme la semaine dernière, les Américaines et les Australiennes, ils ont fait un super match nul, 31-31. C'est la différence des points qui va déterminer qui passe en quart. Ça prend pas longtemps pour Frida Tafuna de marquer le premier essai de ce match et à 6 minutes. Et j'ai oublié de parler d'elle. En fait, la semaine dernière, c'est le troisième ligne, mais elle avait marqué des esprits en fait parce qu'elle avait déjà été joueuse de match dernier. Et voilà, et surtout avec le dernier match avec son attaque et cette défense. Et là, c'est elle qui va être joueuse de match. Elle va marquer 4 essais quand même avec 125 mètres curieux. C'est quand même pas mal pour un troisième ligne. Dommage quand même que les Américaines, ils ont laissé 10 points au pied avec un petit 50% pour les transformations. Hope Rogers a fait un doublé. Ilona Meyer était en jambes avec 70 mètres dans le début de ce match. La grande blonde qu'on adore qui nous fait penser à notre cher Théo, donc notre cher Charlie, c'est Erica Jarrell Cersei. Elle a aussi marqué un essai. Mais franchement, on adore cette joueuse. Je pense qu'elle a marqué dans tous les matchs aussi. Donc c'est pas mal pour les Américaines, très bien, 60-0. Mais c'est pas assez. C'est pas assez pour aller plus loin dans cette compétition. C'est un score qui est sans appel, hein. C'est un score qui est terrible pour les Samoa et en même temps, par rapport à ce que les adversaires directs des Américaines, hein, les Australiennes et les Anglaises avaient fait contre les Samoa, finalement, c'est un score qui est pas à la hauteur de ce qu'elles auraient peut-être pu faire et de toute façon ce qu'elles devaient faire. On le rappelle, hein, avec ce match nul, les résultats de ce week-end comptaient pour savoir qui allait terminer deuxième de cette poule A entre les Australiennes et les États-Unis et les Américaines savaient qu'elles devaient non seulement gagner, mais gagner avec un largement de points d'avance pour contrebalancer ce goal average qui leur était défavorable. Alors même si 60-0, ça paraît énorme et ça l'est, malheureusement, il fallait un miracle pour les qualifier et on l'a vu, hein, il y avait beaucoup de visages serrés à la fin du match parce que voilà, en sortant les calculatrices, il fallait que les Anglaises gagnent avec 75 points d'écart contre les Australiennes et ça semblait quand même un scénario invraisemblable sur ce dernier match de la poule A. Allez, on va passer à l'Angleterre-Australie. Bien sûr, c'est les Australiennes en jaune, comme d'habitude, mais les Anglais, ils étaient en black, en noir. C'était un peu bizarre, j'ai trouvé. L'autre chose qui était bizarre, c'était le score à la mi-temps, où c'était que 19-7 pour l'Angleterre. Donc, comme tu dis, allez les Anglais, hein, pour aider mes Américaines. Bon, malheureusement, ça démarrait un peu mal. Les Australiennes, ils se prouvaient plutôt costauds, on va dire, dans les charges contre les Anglaises. Ils n'avaient même pas peur de l'arbitre aussi, parce que le pauvre arbitre a pris une charge aussi.
51 minutes, Abidal, elle fait vraiment du joli rugby, joli percé pour elle, peine and touche après. Il y a un carton jaune par les arbitres françaises pour les Australiennes. Et après, logiquement, il y a un essai. Et ça débloque un petit peu pour les Anglaises. J'étais assez content, 33, 40, 47, le score grimpé. Mais c'était pas assez à mon goût. Les Américaines vont prendre un carton jaune pour eux à la fin de match aussi. Donc voilà. Donc le fin de défense d'Australie était quand même très présent à ce fin de match. Et même si le score est 47-7, ils ont pu tuer pas mal d'opportunités anglaises. Donc pas mal pour les Anglaises parce que ça fait un peu de compétition avant le vrai compétition, on va le dire comme ça. C'était un vrai petit bagarre pour eux, donc ça fait les exercer un peu plus. Et pas mal aussi pour les Australiennes parce que elles passent quand même dans le deuxième tour et là c'est dommage pour les Américaines. Ouais, c'était un match alors très intéressant parce qu'on attendait forcément le résultat. Et quand j'ai vu le début du match, bon, on savait de suite hein, que forcément les Américaines s'étaient pliées et malheureusement leur Coupe du Monde s'était terminée dans l'après-midi. Et puis quand le match était serré, en tout cas nous à la maison on s'est dit, imagine si les Australiennes passent, ça change toute la configuration. On ne sait jamais, hein, un match de poule, voilà, il peut tout se passer. Et on s'est imaginé voilà, que les Anglaises finissent deuxième de poule, finalement qu'on aurait une demi Angleterre-Nouvelle-Zélande, et avec pourquoi pas largement la place pour la France pour aller en finale. Puis finalement les Anglaises sont vraiment revenues dans le jeu et elles ont tué tous les espoirs des Australiennes et elles ont relevé un peu la tête. Mais ça a montré en fait que elles peuvent avoir aussi leurs failles, que ce n'est peut-être pas la grosse armada que l'on pense, qu'elles peuvent elles aussi douter. Et je pense qu'il va falloir en fait des entames de match telles que les Australiennes l'ont proposé pour faire douter ces Anglaises. Donc que ça serve de leçon aux équipes prochaines qui vont les rencontrer. Les Anglaises sont programmées pour gagner cette Coupe du Monde chez elles. Mais voilà, ça reste des joueuses de rugby qui peuvent douter et je pense qu'elles ont un petit peu douté quand même ce week-end contre les Australiennes. Et les Australiennes, ils ont fait un peu mal aussi parce qu'il y avait deux joueuses qui sont sorties très importantes. Butterman, j'oublie, je pense que c'était sur le cou, sur le dos, il me semble. Ça. En plus de Butterman, il y avait aussi Ellie Kidun aussi, qui est sortie avec une commotion. Donc voilà, commotion, on ne sait pas, mais au moins, elle n'est pas revenue dans le match. Donc ça, c'est pas bon signe pour la semaine prochaine pour l'Angleterre s'ils ont leur meilleur avant et leur meilleur arrière qui ne sont pas là. Oui, oui, c'est ça, ça a montré, hein, on souhaite jamais de mal aux joueuses et on espère qu'elles se rétabliront vite. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le staff n'a pas cherché à les maintenir à tout prix sur le terrain. Là, il a fallu préserver des joueuses, on l'a vu aussi cet après-midi du côté de la France. Quand les qualifs sont assurés, les joueuses qui sont primordiales dans un 15 de départ, on les protège. Donc ils les ont fait sortir, ça a montré justement toute la force des Australiennes qui n'ont rien lâché et il y a eu il y a eu un peu de dégâts quand même physiquement. Donc à voir dans la semaine s'il y a des annonces faites du côté du staff anglais. Mais en tout cas voilà, les Anglaises ont eu, comme tu l'as dit, certainement leur vrai match de préparation à cette Coupe du Monde pour l'écart. Et c'était à choisir, je pense qu'il valait peut-être mieux l'avoir là maintenant et être prêt psychologiquement plutôt que de finir avec deux matchs très faciles comme elles ont entamé cette Coupe du Monde. Allez, on passe à Japon contre l'Espagne. C'est le Japon qui ont ouvert le score, mais c'était l'Espagne pour la première mi-temps qui était vraiment beaucoup plus fort, j'avais l'impression. À la mi-temps, quand même, le score était 14-5 pour l'Espagne, qui avait vraiment l'énergie sur leur côté. J'adore quand même le rugby parce qu'il y a l'arbitre qui dit « Quand tu me regardes comme ça, when you look at me like that, je veux te faire siffler une pénalité. » Je trouve ça marrant quand même dans le rugby, cette histoire de relation entre l'arbitre et les joueuses. Et joueurs. Donc là, la capitaine de numéro 7 en fait, de Japon, elle va éviter 4 défenseurs pour marquer un essai au début de ce deuxième mi-temps. En fait, pendant le premier mi-temps, pardon, c'était très bon au niveau de plaquage, 95% pour les deux côtés, assez égal. Mais voilà, les Japon, en fait, ils tentaient beaucoup plus à l'attaque, je trouvais, avec des petits coups de pied à suivre de temps en temps. Et finalement, ça a ouvert un peu d'espace. Ça devient 17-14 pour Japon.
À 60 minutes, il y a un grand remplacement des japonaises. J'aime bien parce qu'il y a un petit révérence, un petit bow, comme on dit en anglais, vers le terrain et vers les spectateurs. Un petit signe de respect qu'on peut faire quand on sort du tatami si vous êtes karatéka. Ben, on a encore un autre essai de Japon et ça fait 3-0 dans le deuxième mi-temps. 22-14, un petit carton jaune qui ne va pas aider les Espagnols. Malgré un essai tardif, ça manque un petit peu pour l'Espagne. Ça va être 29-21 pour les Japonaises. Ouais, c'est un des matchs qu'on attendait aussi, hein, même s'il n'y avait pas d'enjeu sportif à proprement dit. Il y a quand même l'envie de terminer troisième de sa poule, et donc pour ça, il fallait absolument gagner ce match-là entre petites nations du rugby, avec tout le respect qu'on doit à ces joueuses, hein, qui sont venues faire cette Coupe du Monde. Certainement des matchs aussi beaucoup plus intéressants pour elles à jouer. On va pas se mentir, hein, toutes les équipes qui se sont pris des 80-90 points. Ça doit être 80 minutes bien bien longues. Là, donc, plus d'enjeux et d'intérêt sportif avec des scores plus serrés. Voilà, c'est des équipes qui ont peu d'expérience finalement sur la scène internationale à 15. On voit plus les filles jouer sur le 7 habituellement, les Espagnoles et les Japonaises. Donc voilà, des équipes qui se découvrent aussi et voilà, qui était plaisant à regarder. Et effectivement, les japonaises qui ont énormément marqué, hein, le public anglais, elles sont très appréciées, cette manière de saluer le terrain quand elles entrent avant le début du match, et puis surtout d'aller saluer chacune des tribunes à la fin du match. Effectivement, voilà, c'est culturel au Japon, c'est une grande marque de respect. Et les Anglais ont été très étonnés et apprécient énormément ce moment qui est devenu finalement un moment d'attente à la fin du match, de voir ces Japonaises saluer le public pour les remercier. Et ça restait un match qui était très agréable à voir. C'est dommage, il y avait un peu moins de personnes dans les tribunes que d'autres matchs qu'on avait vus. Le set d'après, Italie-Brésil, il y avait quand même un peu plus de monde, donc ça c'était quand même agréable. Ce match a démarré, en fait c'était Brésil qui a marqué les 3 premiers points et à 6 minutes avec un petit pénalité. Et j'étais un peu surpris parce que je disais, oh Dio, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, après il y avait 5 essais en 12 minutes pour Italie. Franchement, ils prennent le ballon dans leur 22 et elle court, voilà, c'est tout. Ça roule côté des arrières. C'est vraiment de très très beau rugby. C'était 25-3 très rapidement. Je pense que dans les premières vingtaines de minutes, on va dire, c'était après 30-3 pour le mi-temps. Après, bah, c'est déroulé 64-3 pour Italie. Quand même, c'est dommage avec des scores comme ça. Ils passent pas quand même dans les playoffs. C'est assez incroyable parce qu'ils sont quand même un niveau supérieur. Je dirais juste encore au niveau de pied, il y avait que deux transformations qui étaient tapées sur les, je pense, 12 essais qui étaient marqués. Et j'ai regardé un gars qui s'appelle Squid Rugby sur YouTube. Je vous invite tous de le suivre. Il est vraiment très technique. Par contre, il parle très vite en anglais, donc vous êtes prévenus. Même moi, je regarde normalement toujours en vitesse supérieure, mais lui, je peux pas parce qu'il parle trop vite. Mais il expliquait que comme il y a beaucoup de femmes qui sont venues au rugby assez tard, ils commencent à taper le ballon à 16-17 ans. Donc c'est assez normal. C'est pas des gamins à 5 ans comme Antoine Dupont qui fait avec le pied gauche et avec les pieds droits, qui fait ça depuis qu'il a 5 ans. Mais ça aussi, c'est en train de changer. Et que j'imagine que la prochaine Coupe du Monde, ce serait intéressant de dire, OK, mais à quel niveau, si on prend les deux pourcentages de pieds, on va dire, je pense que ça va beaucoup améliorer dans les 4 à 8 ans à venir. Ouais, c'est exactement ça. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on disait cet après-midi à la maison quand on regardait. Si on fait un retour sur on va dire les deux dernières éditions de la Coupe du Monde, quelles que soient les équipes, hein, le jeu au pied a énormément progressé, et particulièrement sur les pénalités, les transformations, on a des joueuses dans les équipes qui sont capables de taper des pénalités de 40-45 mètres en coin, chose qu'on n'avait pas absolument avant. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une force dans une équipe. Et c'est ce qui potentiellement va faire passer des équipes à l'échelon suivant. Là, on va rentrer dans les matchs à élimination directe, et on va certainement avoir des prestations avec plus de prudence, peut-être moins relancées vite comme on peut le voir. Là, le jeu au pied va devenir vraiment un poids très important dans la force vont proposer les équipes. Et je pense qu'il va falloir s'attendre à davantage de pénalités tentées, parce que les scores risquent d'être davantage serrés et ça risque de se jouer à pas grand-chose. Donc le Ouais. pied sera effectivement déterminant.
Et en plus, comme il y a beaucoup moins de coups de pied, bah, ça ouvre beaucoup plus de jeux aussi. Ça veut dire que c'est comme des Italiennes qui courent de n'importe où et qui Ouais. vont marquer des essais des 80 mètres parce que bah, ils ont fait, c'est un parti de plaisir que j'ai de regarder le rugby féminin aussi, de voir beaucoup jouer en main plutôt que genre les Sudaf, les mecs, c'est quoi? Ils font un course et après c'est coups de pied, quoi. Et qui est devenu on va dire, un style de jeu un peu moins agréable. Ouais, c'est ça. Et puis alors, vraiment, hein, c'est terrible pour les Italiennes parce que personne. Enfin, je pense sincèrement qu'on aurait. Beaucoup de gens avaient misé sur les Italiennes plutôt que les Sud-Africaines dans ce quart de finale. Elles ont été très surprises par la prestation des Sudaf et elles doivent s'en mordre vraiment les doigts, surtout quand on voit effectivement ce score fluff qu'elles font aujourd'hui, hein. Jamais elles ne font ça aux Six Nations, donc c'est aussi gratifiant de voir la qualité des joueuses. Ce que j'aime moi voir justement sur ces nations, c'est que il y a vraiment des joueuses, hein, sur des équipes de rugby qu'on voit moins souvent à la télé, qui se démarquent énormément. Si vous avez apprécié le jeu des Italiennes, je vous invite à aller voir cette année le match d'élite 1 à Blagnac, puisque Blagnac a annoncé juste avant la Coupe du Monde d'avoir recruté deux Italiennes qui sont actuellement à la Coupe du Monde. Donc on retrouvera Veronica Madia qui est ouvreuse et aussi Alissa Ndinka qui joue au centre. Donc ça va être un sacré plus pour l'équipe de Blagnac. Et puis bah voilà, on a des joueuses italiennes qui débarquent dans le championnat français, donc ça va être très plaisant à regarder. Bah écoute, comme il y a Brex qui vient aussi à Toulon, donc c'est tout à fait logique. Super, merci pour le scoop par rapport à Blagnac et ça donne une belle raison pour aller les voir. Si on passe à Nouvelle-Zélande contre Irlande, 40-0, on va le dire tout de suite. On va dire seule news ici, c'est quand même Braxton Sorensen-McGee qui est l'arrière qui va marquer 3 essais pour la deuxième fois. Donc quand même, je pense qu'elle commence à monter dans les totales d'essais marqués dans ce match. J'ai pas pu le regarder, mais je pense qu'il n'y avait pas grand renseignement à faire soit avec un score comme ça. Non, non, c'était bon. Les Black Ferns hein, font un sans faute en termes de résultats. Trois matchs, trois victoires bonifiées. Un score sans appel avec une défense qui n'encaisse absolument rien. C'était aussi l'occasion de voir hein, quelle est la fraîcheur des Irlandaises juste avant le quart de finale, puisque c'est l'équipe que va rencontrer les Françaises. J'avais moi évoqué hein, le fait que les Néo-Zélandaises étaient un peu fébriles sur certaines zone de jeu mais voilà, on est sur des phases de poule. Faut pas oublier que ce sont les championnes du monde en titre et elles vont clairement passer un cap dès le week-end prochain en quart de finale où elles savent toujours répondre présentes quand il s'agit des matchs à élimination directe. Donc voilà, on va dire qu'on est content de retrouver les Irlandaises en quart de finale. Prendre les Néo-Z direct, ça va être compliqué, mais en tout cas, voilà, elles répondent présentes et puis le score est sans appel très très dur pour les Irlandaises qui vont devoir vite se remobiliser pour essayer de rivaliser avec les Françaises. On va être chauvin évidemment, on va être évidemment à fond pour les Françaises, mais ça va être moralement, ça va être dur de finir cette phase de poule en se disant que suite à la victoire fleuve aussi de la France, il va falloir sortir un très gros match dans une semaine pour les Irlandaises pour espérer atteindre les demi. On passe à un autre match à nous et j'ai l'impression que encore sur le feuille de match, il y a beaucoup de nouveaux noms. Broussou, par exemple, Agathe Gérard, mais après, je me suis rendu compte, non, c'est Agathe Socha qui a changé de nom après le mariage. Moi, je suis content de revoir Fall qui va faire un super match. Axel Bertomeu aussi. Escadero qui est en 8 maintenant. Je trouvais qu'elle était beaucoup en troisième ligne, donc intéressant, elle va faire un sacré match. Voilà, mais il n'y a pas grand monde qui a fait les 3 matchs, non? En Non, titulaire. effectivement, on a checké, ça a beaucoup bougé hein, sur ces trois compositions, en tout cas dans le 15 de départ. Évidemment, on a des joueuses qui ont été à la fois titulaires et remplaçantes. Mais finalement, sur les avants, il n'y a que Léa Champon, hein, troisième ligne, elle, poste numéro 7, qui a été titulaire sur les trois matchs. Et également Marine Ménager et Gabi Vernier chez les arrières. Sinon, effectivement, on retrouve des joueuses qui ont été soit titulaires, soit remplaçantes. Il y a eu pas mal de turnover. Alors, ce qui pose vraiment la question de la stratégie du staff. On a beaucoup de changements, que ce soit devant, derrière. J'ai hâte de voir les pronostics de composition pour ce quart de finale parce que ben voilà, la chance a été donnée à toutes pour montrer ce dont elles étaient capables.
capable. Et bien difficile de savoir quelles seront les 23 filles qui auront l'honneur de jouer ce quart de finale parce que ça a été une prestation de haut vol pour chacune d'entre elles. Ça va être une de nos forces. Maintenant, à voir comment le staff va devoir trancher de manière très difficile, forcément, pour les joueuses qui ne pourront pas jouer. D'ailleurs, c'était une chose qu'on avait oublié de mentionner, c'était Caroline Drouin, en fait, qui est pas avec l'équipe et qui a annoncé aussi sa retraite internationale, parce que c'est vrai, au début de ce Coupe de Monde, je disais, ah zut, elle est où? Et genre, une semaine plus tard, elle annonce qu'en fait, elle va prendre sa retraite suite à des blessures. Ouais, Caroline Drouin, qui est très connue aussi bien dans le 15 à 7 que le 7, pardon, elle a fait Coupe du Monde en Irlande en 2017, en Nouvelle-Zélande en 2021, enfin celle qui a été reportée en 2022. Elle a fait aussi deux Jeux Olympiques, donc elle est vice-championne olympique au Japon. Elle a fait les JO à Paris l'année dernière. Et c'est une Bretonne qui était licenciée à Rennes et qui était partie au Loup en début de saison dernière et qui effectivement finalement n'a pas joué de l'année, qu'on fait une saison blanche qui a cumulé les blessures et elle a annoncé effectivement au début de cette Coupe du Monde cette terrible décision d'arrêter d'arrêter le rugby tout court, hein. C'est pas du tout juste une retraite internationale. Elle arrête sa carrière. Elle estime que voilà, les blessures ont pris le dessus sur son corps et elle s'estime chanceuse d'avoir pu vivre tout ce que le rugby lui a offert cette dernière grosse décennie et notamment en équipe de France, aussi bien à 7 qu'à 15. En tout cas, c'était un plaisir de le regarder jouer. Ouais, ouais, tout à fait, hein, ça a été chef d'orchestre, hein, demi d'ouverture et qui repart avec un palmarès qui pourrait en faire rougir plus d'un, hein, deux médailles de bronze en Coupe du Monde, médaille d'argent aux Jeux Olympiques. J'oserais dire vice-championne du monde avec le 7, mais j'ai un doute de savoir si elle était dans cette équipe avec Marjorie Mayence à l'époque. Bon, en tout cas, voilà, elle a été une pièce majeure du rugby féminin et qu'elle aura marqué de sa patte sans aucun doute. Ben, on passe à un autre match à nous contre l'Afrique du Sud. Ça démarre plutôt fort avec une défense féroce de Farrell et Feliu. Les mêlées sont parfois pour nous, parfois pas. La touche quand même, c'est un peu mieux que la semaine dernière. Les Bleus avancent mais c'est les Bocs avec les cheveux blancs. Il y en a deux ou trois qui sont très présents sur la ligne de défense, mais c'est la Gazelle Boulard qui va finir cette action qui a été bien démarrée par les avants. Au pied, toujours pas de chance pour le 10, Lina. 5-0 pour nous. Les Bocs vont ajouter 3 points rapidement. C'est la 15 qui va très vite avec sa petite casque blanc qui a botté 5-3. Dommage que l'interception de Grisé n'est pas allée au bout, mais grâce à un grand boulot en mêlée et la percée de Vernier, on a un deuxième essai pour les Bleus qui est transformé 12-3. On va perdre quelques ballons, mais la tête contre tête du Sudaf va donner des opportunités. Ça va être un carton rouge. Escarado va faire tout de suite marquer en 8, pas en 6 pour elle. 19-3. D'ailleurs, je trouvais que le petit 89 entre les deux a bien marché tout ce match entre elle et Pauline Bordon-Sensus. Rosie B, elle est là et court bien avec le ballon, mais quelques en avant pour elle. Grisé est bien surveillée sur son aile, je trouvais. Touche vite jouée par Boulard et ça finit dans les mains d'Agathe leur talonneuse qui va marquer un essai 24-3. Les Bocs sont toujours présents, surtout dans les plaquages, mais les Françaises trouvent des failles et gagnent des mètres. Elles vont passer à la vitesse supérieure. Comme je disais, la 89 fonctionne bien. Pauline Bourdon-Sensus va servir Boulard pour son deuxième essai. Encore un grand match pour elle. Mais pour moi, c'est Fall qui devrait être la joueuse pour le match pour l'instant, ou peut-être Escarado ou Felio. Un avant, surtout, c'est ça qui est important, n'est-ce pas, Amélie? 31-3 pour nous. Grisé va marquer son 11e essai dans 11 matchs, je pense. 36-3. Et puis Pauline Bourdon-Sensus va faire un one-woman show. Elle plaque, elle arrache le ballon et elle va marquer un essai toute seule dans un seul action, mais finalement c'était annulé pour un petit en avant fantôme. Bref, c'est pas trop grave, car comme la semaine dernière, il y a un essai de pilier que nous on aime beaucoup, hein. Et voilà, c'est De Chaise qui va marquer un joli essai pour elle, 43-3.
Elle va tout de suite ensuite gratter un ballon qui était très important pour soulager notre défense. Bon, ce match devient un petit vitrine pour notre défense parce qu'on joue pas mal à défense quand même. Grisé et un Chambon vont mettre des cerises sur le gâteau. Roos, le petit neuf Sudaf, qui a beaucoup donné sur ce match, elle est revenue pour sauver NSA avec un course de dingue à la fin. Tout comme leur 15 qui a très bien joué. Roos va marquer NSA pour sauver l'honneur. On finit 50-10. On va quand même passer en quart. C'était un match effectivement, on va dire à sens unique en termes d'attaque avec les Françaises qui ont été plus réalistes dans les ballons qu'elles avaient. Oui, il y a eu carton rouge hein, qui était au départ un carton jaune bunker. Pour ceux qui connaissent pas ou mal le fonctionnement, ça veut dire que l'arbitre de champ ne prend pas la décision finale pour gagner du temps et éviter de passer en vidéo de manière trop longue. On laisse le champ libre à l'arbitrage vidéo. Le carton jaune est devenu un carton rouge au bout de 20 minutes. Les Sudaf ont pu faire rentrer nos joueuses. Donc là, on a eu un tête contre tête très violent sur Marine Ménager. On a même cru à un protocole commotion. Et finalement, voilà, elle est restée. On l'a sortie juste après la mi-temps, certainement pour protéger et la laisser en forme pour le quart de finale. Je suis comme toi, hein, cette petite 15 sud-africaine m'a énormément impressionnée. Ah ouais. Ce petit bout là de mouchoir que tu mettrais dans ta poche, vrai feu follet, aussi bien en attaque qu'en défense, qui malheureusement n'a pas été récompensé par ses attaques, mais très impressionnante. Et la demi-mêlée sud-africaine Ouais. aussi. C'est un essai qui aurait pas dû être validé puisque une de nos joueuses est gênée en défense. L'arbitre a tranché finalement en vue de l'essai. Mais en tout cas, ouais, deux joueuses qui mettent en avant leur équipe. Et tu notes le 8-9 très impressionnant. Alors on rappelle hein, que le 8-9-10 d'aujourd'hui est le 8-9-10 du Stade Toulousain. Donc ce sont des filles qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et donc forcément, ça paye aussi sur un terrain. Elles ont leurs habitudes, elles connaissent la façon de jouer les unes des autres. Et ben, quand on a cette chance de pouvoir jouer en club et en équipe nationale, forcément ça donne de très beaux jeux, de très beaux jeux. Donc voilà, une grosse prestation des Françaises, Boulard que j'ai trouvé encore très très pertinente. Donc c'est pour ça que sur cette prochaine composition, je ne sais pas ce que décideront le staff. Je ne me mettrai pas à parier parce que on peut y avoir des belles surprises comme des mauvaises. Il y en aura forcément des mauvaises, des désillusions pour certaines joueuses. Mais en tout cas, on a montré tout le panel possible de l'équipe de France et elle devrait partir en tout cas bien confiante pour attaquer ce quart de finale contre l'Irlande. Je voulais juste dire par rapport à des Sudaf, il y avait la petite talonneuse à 1,50 m là, qui en fait, à chaque fois, elle était à côté de son numéro 7 qui est à 1,82 m. C'était assez quand même assez gros la différence de taille. Ouais, en fait, je voulais, avant de partir sur après, je voulais te demander, mais qui est-ce que tu penses a vraiment marqué ton esprit sur l'équipe de France? Et il y a une chose aussi de plus, j'aimerais bien qu'on parle, c'est l'histoire de fun. Et je trouve que depuis le début, là, c'est le seul match où j'ai trouvé les joueuses un peu en rigolant, en souriant, et même pas, tu vois, ils ont marqué quand même beaucoup, beaucoup de points. Et je pense que ça commençait, tu vois, l'aspect de on s'amuse un peu. Et c'était très sérieux tous les autres matchs. Et je me dis, ça c'est important. Moi je trouve que Fall, là, elle commence à s'amuser, mais comme une dingue. Les avancées qu'elle font, elle fait, tu vois, il y a un 9 à un moment, mais elle est super loin devant. Mais elle est vraiment fait quelque chose d'incroyable dans ce match. Et je trouve que là, elle en particulier, elle commence à s'amuser. Et donc, pour moi, si je suis la personne qui choisit, mais peut-être c'est une question de coach, je ne connais pas bien son profil de ce coach-là, je trouve qu'elle est très sérieuse et tout à son honneur. Mais parfois, pour battre les équipes comme Nouvelle-Zélande et surtout l'Angleterre, il faut un peu de French flair, il faut un peu de panache, il faut un peu de sourire. Et parfois, je pense à une autre équipe qui ont perdu parce qu'ils n'avaient pas le coin de sourire qui dit tout est possible. Typiquement pour Massoudou Fall, on la sait intraitable en défense, hein. Elle découpe à tour de bras. Les fans de Marjorie Mayence retrouveront cette joueuse ultra monstrueuse en défense qu'elle était quand elle était sur le terrain. Là, aujourd'hui, je trouve effectivement qu'elle s'est plus régalée aussi en attaque. T'as des joueuses hein, qui sont indéniables sur le terrain. La question du quart, en fait, il va y avoir deux optiques. Soit on se dit, on sort l'équipe type et on se prépare déjà pour la demi-finale, qu'on sait monstrueuse à venir si l'on passe, puisqu'elle sera contre les Anglaises. Ou alors, on se dit de suite que
Les Irlandaises sont prenables, on les connaît, elles ne nous ont pas battus, je ne sais même pas si dans l'histoire du rugby féminin, en tout cas depuis un sacré bout de temps, si les Irlandaises ont déjà battu les Françaises aux Six Nations, en tout cas ça doit remonter à pas mal d'années. Donc c'est un match qui est très prenable. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire souffler des joueuses qui ont déjà beaucoup donné? On a parlé des trois titulaires qui ont de nouveau joué aujourd'hui. Il y a eu du turnover. Maintenant, est-ce qu'il y a des joueuses incontestables qui devraient jouer et apporter ce fun que tu aimes bien retrouver? Pour Pauline Bourdon-Sansu, c'est indéniable, hein. Tu as parlé de son ballon arraché. Enfin, quel opportunisme, quelle malice de venir comme ça longer cette ligne de touche. Elle avait quoi, 10 centimètres, elle arrache le ballon de la 9. Je sais pas si c'était la 9 à ce moment-là, mais qui était en position 9, qui a dû rien comprendre. Et d'ailleurs, elle Ouais. s'arrête. Je pense qu'elle attend que l'arbitre en fait lui dise bah non, ça fonctionne pas. Et puis elle file toute seule à l'essai. Donc oui, notre demi-mêlée est indispensable. Euh, alors peut-être pas de folie, mais en tout cas de réalisme, Charlotte Escudero, hein, a été très puissante, très régulière. Donc pour moi, elle est indispensable sur ça, hein. On gagne pas un match qu'en défendant, on gagne aussi en marquant. Et il va falloir des marqueuses. Joanna Grisez est incontestable à son poste. Moi, je regrette l'absence de Manon Bigot sur les deux derniers matchs. Donc j'espère qu'on va la revoir très vite parce qu'elle a un profil de talonneuse que peu d'équipes ont. Elle est très dynamique, très mobile. Elle est infaillible en défense et elle a cet apport en attaque que peu de premières lignes peuvent amener. Là, tu as parlé aussi de l'essai de Anaëlle Deshaies qui part voilà, sur un essai classique de pilier, ballon dispo, pas de 1, ceux qui jouent au rugby se reconnaîtront, on n'a pas de leader au bord du ruck, bah, elle part avec le ballon et puis elle va marquer, donc elle est très très réaliste. Donc on a de très très bonnes joueuses. Maintenant, savoir quelle va être l'optique choisie par le staff, j'ai vraiment hâte de découvrir cette compo parce que les deux possibles sont faisables. Est-ce qu'on met, on va dire, en léger repos les joueuses incontestables qu'il va falloir mettre et aligner devant les Anglaises, ou est-ce on joue le va-tout sur l'Irlande et assurer cette demi-finale? Bonne Moi, je question. pense que Pauline Bourdon, sans suspect, il faut le faire jouer. Elle avait loupé le début, donc là, elle a envie Je de pense aussi, oui. tout tuer. Tu le vois quand on est sur le terrain. Moi, je pense qu'en tout cas, Emily Poulain, j'ai envie qu'elle soit là parce que franchement, c'est elle qui ramène le fun. Et Bigot aussi, je trouve. Tu vois, tu vois, elle a un truc petit spark, comme on dit en anglais, un petit étincelle qui fait en sorte que bah, c'est une joueuse que j'ai vraiment envie de voir sur le terrain. Et surtout contre. Donc, c'est la prochaine. Si on gagne contre l'Irlande, ça va être l'Angleterre. La fameuse demi-finale. Et Ah, alors là, voilà. autant te dire que tu auras ton envoyé spécial sur place. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu as pris le place. Dis-nous alors. Mais tous ceux qu'on est place, en fait, on les a depuis plusieurs mois. Je pense qu'on a c'était du tirage au sort. On s'était positionné les supporters sur tel ou tel match. Et donc j'ai eu deux des trois demandes que j'avais demandées. Donc j'avais déjà des places pour la demi, mais en termes d'organisation, les enfants, tout ça. Donc finalement, voilà, on part que avec monsieur et on se fait un road trip de 24 heures, mais on sera là pour la demi-finale. Et du samedi, on a misé sur la demi-finale du samedi, même si je les laisse pour le vendredi, mais en termes d'organisation, c'est un peu compliqué. Donc on va à Bristol. Voir le match potentiel de la France et certainement la meilleure demi-finale, hein. France-Angleterre, on peut pas rêver mieux. Donc ça s'annonce en tout cas une ambiance grande. Il y aura les Anglaises, j'en suis sûre, les Françaises, j'en suis quasi persuadée. Je vois pas comment elles peuvent chuter contre les Irlandaises. Mais on va faire étape par étape. Mais en tout cas, j'y serai. Quelle que soit la demi-finale, sur le papier, ça s'annonce Angleterre-France. Tu auras ton envoyé spécial qui pourra te raconter comment Ouais, était génial. l'ambiance. Ça va être Avec le superbe. public anglais, ça va être monstrueux quoi qu'il arrive. Bon, écoute, ça va être super sympa. Il faut que tu enregistres un peu l'ambiance quand Mm. tu es là. Écoute, ce samedi prochain, on a Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud, Canada contre l'Australie. Est-ce qu'on va avoir des surprises? Non, je pense pas, hein. On va faire sortir Nouvelle-Zélande et Canada.
Il y a France-Irlande against Angleterre contre l'Écosse. En fait, France-Irlande, la dernière, c'était un peu proche quand même, mais je pense que c'était parce qu'on avait pris un carton rouge de mémoire. C'était 27 pour nous et 15 pour l'Irlande. Oui, oui, c'est ça. Après, voilà, c'est une nation qu'on connaît bien, nation du Six Nations, que les filles jouent tous les ans. Donc, devrait pas y avoir de grosses surprises, hein. Elles n'ont pas ces individualités, ce collectif que la France est capable de proposer. Donc, pour moi, ça va être une victoire de la France. La France est prête pour ce rendez-vous. Allez, rapidement, on va parler des garçons. Donc, dans le Pro des deux, bah, pourquoi pas parler de ton équipe préférée? Comment ils étaient à leur van? Oui, pour cette deuxième journée, ben ouais, mon équipe fétiche, Van, recevait enfin son premier match à domicile en recevant Soyaux Angoulême. Voilà, belle victoire bonifiée, 28-9. On est bien content. Et puis, toujours à relever hein, ce public breton qui est certainement le public le plus respectueux de France, quelle que soit la division. Quel plaisir, je pense, pour les joueurs et supporters adverses de venir jouer à la Rébine, et notamment quand il y a ces fameuses pénalités aux transformations avec ce silence respectueux que proposent les Bretons. Donc, vous êtes très content de ce résultat pour Vannes. Bah écoute, pour moi, les deux équipes que j'ai envie de suivre dans le Pro D2, c'est Carcassonne parce que j'y suis allé hein, pour mes vacances un peu, et Oyonnax parce que c'est pas loin de chez moi. Et bah, ils jouaient ce week-end les uns contre les autres, et étonnamment, bah, c'est Carcassonne qui a gagné contre Oyonnax parce que Oyonnax quand même qui est pas si loin que le top 14, et Carcassonne qui entre tout juste dans le Pro D2, donc 19-17 pour Carcassonne. Et si la semaine dernière, il y avait beaucoup de matchs qui étaient très proches, si tu te souviens, il y a quatre, il me semble, matchs qui étaient de un moins de 3-4 points. Là, cette semaine, c'était un peu différent avec des grosses victoires pour Colombier, Agen, Béziers et Grenoble. Top 14 rapidement, on va démarrer peut-être encore avec ton équipe fétiche, le Stade français. Et oui, comme vous le savez, ça restera mon club de cœur, le tout premier en tant que supportrice et en tant que joueuse de rugby. Donc, premier match d'ouverture du top 14 version 2025-2026. Le Stade français recevait Montauban, le promu. Stade Jean-Bouin, avec des belles propositions de Montauban, mais qui voilà, a craqué contre les Parisiens avec un score assez douloureux, 47-24. Alors, on va dire qu'en tant que supportrice de Paris, je suis très contente pour ce résultat. Alors, en même temps, contre un promu, on n'en attendait pas moins d'eux. La question se pose de ce qui va attendre Montauban hein, jusqu'à la fin de l'année, hein, quand on se prend quand même une bonne défaite contre une équipe qui a sauvé sa place de justesse en top 14 il y a encore quelques mois. On peut légitimement se poser la question de l'année difficile qui les attend, mais ça, ils le savaient déjà. Voilà, Montauban aurait peut-être pu faire quelque chose, mais la marche était trop haute pour cette première journée. Bah, je voulais juste faciliter aussi notre pote de Pâques, en fait, Baptiste Pesanti, qui est passé sur l'émission parce qu'il a marqué un essai. Donc, bravo pour toi, Baptiste. Ça nous fait plaisir pour toi. Allez, dans d'autres matchs, dans ce premier week-end de top 14, en fait, bah, Lyon a battu Racing. Hein, donc, quand on vous revoit Théo, notre grand ami, on va parler de ça quand même un petit peu pour voir où ça va, Racing 92 en ce moment. Mais Lyon a bien démarré. Et franchement, j'ai regardé un peu de Bordeaux-La Rochelle. On avait l'impression, les deux premiers essais pour les deux équipes étaient mais juste fantastiques. Et ça se voit que les mecs, ils ont envie de jouer. C'est la première match de saison. Ils ont des fourmis dans les jambes. Il y a tout le monde qui va dans tous les sens à 100 à l'heure, à 1000 à l'heure même. C'était super intéressant ce début de match. Par contre, malheureusement pour Dylan Leeds, bah, il a pris Penaud dans la tête, petite collision dans l'air, et apparemment il a cassé pas mal de dents et sa mâchoire. Donc il va être pas sur le terrain pendant un bon bout de temps. Et donc dans les autres oppositions du week-end, donc Lyon a largement battu le Racing 92. Excuse-nous notre ami Théo, hein, mais ton équipe a pas fait long feu ce week-end. Large victoire de Lyon. 32-7 contre le Racing. Montpellier, qui recevait Toulon, a été cueilli à froid chez eux avec une victoire de Toulon à l'extérieur, 27-17. Et on sait combien les victoires à l'extérieur peuvent être très importantes quand on sort les calculatrices en fin d'année. Perpignan-Bayonne, Bayonne qui était l'un des derniers qualifiés au barrage l'année dernière, confirme la bonne forme en battant Perpignan chez eux 26-19. Et pour terminer, nouvelle victoire à l'extérieur avec Pau, hein, une victoire très serrée à Castres qui voit la défaite de Castres 15-17 contre Pau.
Et sur la dernière opposition du week-end, hein, vous nous excuserez, mais on est en plein enregistrement pendant que le match a lieu. Donc on a le score, on a suivi un peu en direct. Donc il reste 7 minutes et Toulouse prend son envol petit à petit. Il y a actuellement 34-24 après avoir été surpris dès la 6e minute par un essai de Clément par Massa. Finalement, les Toulousains reviennent en force. Ramos est encore très lucide avec son pied et les Toulousains semblent s'envoler petit à petit. Donc à confirmer dans quelques minutes. On débriefera la prochaine fois si la victoire de Toulouse semble se confirmer à l'heure actuelle. Allez, écoute, c'est tout pour cet épisode. Comme toujours, j'ai passé un sacré bon moment de parler de tout ce rugby féminin. Ça fait vraiment plaisir. On a 4 matchs la semaine prochaine. Peut-être on donnerait un peu plus de temps au top 14 aussi parce qu'on aura on commence d'être dans ce moment-là. J'espère toujours d'avoir un petit débrief pour tout le monde dans les semaines à venir et notre cher copain Théo va revenir nous voir bientôt. En tout cas, j'ai passé un super moment de regarder ce Coupe du Monde féminine avec toi. C'était vraiment super chouette d'en parler et on va faire ça. C'est marrant parce que un peu, comment dire en anglais, behind the curtain, mais derrière les rideaux, on n'était pas censé faire tellement d'épisodes, mais tellement ça nous a pris, je pense, tous les deux, qu'on a dit, allez, on y va, on fonce et on le fait parce que c'était un grand plaisir. Ouais, exactement. Et puis c'est vrai qu'on se prend une salve de rugby féminin tous les week-ends. Bon, alors maintenant, on va passer à un format plus réduit au fur et à mesure des week-ends, c'est sûr. Là, on va passer de 8 matchs ce week-end à 4 seulement le week-end prochain, mais 4 très belles oppositions. Donc on a hâte de voir ça et contente qu'on donne cette visibilité au rugby féminin. Et puis hâte de débriefer le week-end prochain, qui aura été qui s'annonce un week-end très chargé en rugby, aussi bien en Coupe du Monde que pour moi. Je reviendrai tout juste du week-end d'intégration Ah ouais. avec le TUC et qui comprend match amical contre l'USAP. Donc petit week-end chez les Catalanes, en espérant ne pas revenir avec une gueule trop fracassée, hein, tu m'excuseras du terme. On verra bien ce que ça donne ses premières mêlées en tant que pilier dans cette nouvelle catégorie ou cette nouvelle division, mais en tout cas un match amical contre l'élite 2 qui s'annonce très intéressant. Donc voilà, ce sera l'occasion de débriefer avec toi en espérant que mon visage ne soit pas trop abîmé, même si j'ai encore quelques stigmates de l'année dernière. Ah ouais, carrément. Oui, c'est marrant, j'appelais toujours le match le premier collection de bleu, quoi. Tu vois, c'est au début, à Ah, la fin de l'année, tu n'as plus de bleu, mais au début. Exactement, là vous avez de la chance, vous ne voyez que nos têtes, hein, mais si on devait faire. Peut-être que j'enverrai mes jambes en photo à Ticket pour qu'ils puissent vous les montrer. Mais là, mes jambes déjà ne ressemblent à rien au bout de 10 jours d'entraînement. Donc j'ose même pas imaginer ce que ce sera dimanche prochain. Voilà, mais je suis un dalmatien ambulant, déjà. Et la saison n'a pas encore commencé. Allez, écoute, bon, prends soin de toi, plaque les autres et on se voit la semaine prochaine, ok? Ça marche avec grand plaisir. Ciao, Ticket. Allez, ciao, ciao.